Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. À l'instar de son prédécesseur, très prolixe, qui intervenait surtout et n'importe quoi et qui avait eu le mérite, faut le dire, il avait eu le mérite de montrer clairement que l'armée est le véritable maître du pays, le faiseur de roi et une entité à part qui n'obéit qu'aux généraux qui en ont pris le contrôle. Donc, à l'instar de son prédécesseur, l'actuel chef d'état-major aussi, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, ne se démarque pas de cette outrancière attitude, puisque lui aussi semble se complaire dans cette suprématie affichée et fièrement revendiquée d'une junte qui s'assume, qui s'affirme, et même qui se considère une entité parallèle à la nation, une aristocratie régnante, puisque M. Chengriha, comme son prédécesseur, ne craignent pas d'affirmer haut et fort que l'armée et le peuple sont khawa-khawa, deux entités séparées, mais khawa-khawa. Khawa-khawa. La subversion a vainement tenté d'inséminer au sein du Hirak, mais qui n'a été repris que par les nervis infiltrés du régime qui prêchaient dans le désert, qui scandaient ce qu'il voulait être un cri de ralliement, mais qui n'aura été qu'un mot dans le désert, qui n'aura réussi qu'à les isoler et à les identifier, puisque le Hirak a de tout autre slogan aux antipodes de celui-ci, comme Madaniya Mashi Askariya, Mukhabarat Irhabiya, Tasqut al-Mafia al-Askariya. Oui, c'est dire que la junte n'a plus de recul, qu'elle ne craint plus de se montrer sous son véritable jour, voire même de rappeler à sa manière, pour que nul ne soit tenté de l'oublier, que c'est elle qui a imposé Tebboune aux Algériens malgré eux, comme elle a imposé tous les autres, et que les élections n'étaient que vaines parodies destinées à la consommation des gogos et des opinions publiques occidentales. Ces généraux ont la réalité du pouvoir, même s'ils sont divisés, même s'ils n'ont plus les moyens de leur méthode, et même si rien ne leur réussit en vérité, hormis la prédation qui leur donne le moyen d'arroser les milliers d'officiers supérieurs qui constituent le cadre et l'étau qui permet de garder cette immense et pléthorique armée sous contrôle. Rappelons que le budget de l'armée, plus que le tiers du budget général de la nation, n'est contrôlé par personne, ni quand il est présenté, ni à la demande, ni à la dépense. Personne ne sait où va l'argent dépensé par l'armée et qui est un budget énormissime. Mais ces généraux sont en perte de vitesse. Ils ne disposent plus de l'hydre tentaculaire que fut le DRS. Ils ne disposent plus de ce potentiel diplomatique qui avait réussi à un certain moment à affirmer la position de l'Algérie à l'international. Plus rien ne leur réussit, ni dans la politique internationale qu'ils inspirent, qu'ils suggèrent, qu'ils ordonnent à l'exécutif de façade, ni dans la gouvernance d'un pays qui n'en finit plus d'aller à la dérive. C'est une débâcle sans fin, tout particulièrement quand une partie du haut commandement a jeté certains parmi les plus importants de ses propres généraux, de ses généraux les plus importants, en pâture à l'opinion publique. Une junte qui les a jetés en prison pour des motifs infamants. Elle les a qualifiés de Issaba, de gang, pour tenter de faire passer
ceux qui les ont inculpés, de justiciers impeccables, alors qu'ils sont tous classés à la même catégorie de grands prédateurs qui ne reculent devant rien et qui sont capables de tout. Ils ont jeté plus d'une quarantaine de généraux de premier plan en prison, 2 premiers ministres, plusieurs ministres, le propre frère de l'ex-président qui était pourtant leur vrai parrain, et un grand nombre d'autres barons du régime et autres oligarques du premier cercle. Ils les ont jetés en prison sans autre état d'âme. Mais aujourd'hui, ce brouillon de Tebboune qu'il qualifie de lem shaml, cohésion populaire ou réconciliation nationale ou quelque chose du genre, reste très flou. Personne ne sait vraiment de quoi il est question. Tout simplement parce que, comme tous les coups fourrés de ce régime, il s'y cache des projets inavouables, puisqu'ils n'ont pas encore été avoués. Mais nous savons déjà que 2 possibilités sont sur les rails. 1. Libérer leurs amis, clients et associés qu'ils ont eux-mêmes mis en prison, et c'est bien pour cela qu'ils gardent des centaines de détenus politiques du Hirak au frais pour s'en servir en vente concomitante. Mais aussi, et selon l'avis de nombreux observateurs, pour se servir de la date du 5 juillet, la fête nationale de l'indépendance, pour lancer l'idée d'un 2e mandat pour le même Tebboune, dont il faut rappeler qu'il est à la moitié de son premier mandat. Une inconnue demeure cependant, le Hirak. Donc le régime sait très bien, même s'il fait tout pour ne pas le montrer, qu'il est toujours vivant, vivace, sous la cendre de la subversion. Un Hirak qui peut repartir à n'importe quel moment. Regardez ces quelques images des funérailles de Abdelraouf Kera, Rabbi Yarhamou, fils de Mustafa Kera, détenu politique qui a été autorisé aujourd'hui à se rendre à son foyer sous la garde de dizaines de gendarmes pour rendre un dernier hommage à son fils. Regardez. مصطفى ماشي رابي والعسكر ما كانش شرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش شرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش شرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش شرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش شرعية والشعب تحرر هو اللي قرر. Abdelraouf Kera, Rabbi Yarhamou, qui a décédé, donc le papa Mustafa Kera était en prison, c'est un prisonnier politique parmi les quelques 300 et beaucoup plus de prisonniers politiques et de détenus d'opinion. Il a été autorisé pour une fois à assister aux funérailles de son fils. Nous ne savons pas s'il a été au cimetière, en tout cas il a été autorisé à se rendre à son foyer familial où il a pu dire un dernier adieu à son fils Rabbi Yarhamou. Et vous avez entendu les gens présents qui ont repris quasiment tous les grands slogans du Hirak. Madaniya Mshi Askariya,
mukhabarat irhabiya, etc. L'armée soutient le brouillon de Tebboune, brouillon entre guillemets. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Bonsoir. Et que dire après ces images que vous venez de nous montrer. Je salue mon ami Edir s'il est présent. Mais des images qui sont très dures à regarder, en même temps qu'elles expriment un espoir, parce que ces manifestants sont très courageux face à l'armée. Ils ont créé Doula Madaniya Machia Askaria, c'est très courageux de leur part. À visage découvert, hein. À visage découvert, ils ne sont pas cachés. C'est d'autant plus courageux. Absolument. Idir Ounourn est avec nous, analyste politique depuis Paris lui aussi. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Batchenouf, je salue mon ami Brahim ainsi que toutes celles et ceux qui nous regardent et beaucoup de compassion au papa du défunt, Allah yarhamou Saleh. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Brahim, il a assez bien résumé toute l'émotion et toute la force de certains manifestants qui ont crié les fameux slogans du Hirak. Voilà. Ben justement, nous allons y rester un petit peu. Brahim Younsi, je reviens vers vous. Vous m'avez donné l'occasion donc de faire cette transition sur cet aspect des choses justement avant d'en arriver au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le Hirak qui commence, qui à un certain moment avait laissé penser que, comme l'avait dit Tebboune lui-même, le Hirak est mort. Tout le monde avait pensé, alors qu'il l'avait institué qu'il a même constitutionnalisé, qu'il en a même fait une journée fériée, une journée nationale. Et il se réjouissait de dire qu'il était mort, que le Hirak était mort, et que le Hirak c'était lui. Mais en ce moment, ici et là, apparaissent comme des sursauts des Algériens, surtout de la jeunesse algérienne, avec ces slogans très centraux, très porteurs du Hirak, Doula Madaniya Machia Askaria, Mukhabarat Irhabiya et d'autres du genre, qui sont en train de revenir. C'est comme si la rue était impatiente d'en découdre de nouveau. Brahim Younsi. Je dirais tout simplement le peuple. Le peuple a besoin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. C'est tout simplement cela. Parce que le peuple s'est fixé des objectifs, il a mené une révolution et il veut absolument que cette révolution aille à sa destination. C'est cela, à mon avis, que les jeunes d'aujourd'hui, passez-moi l'expression, les manifestants d'aujourd'hui, ils sont allés enterrer un jeune garçon, et je présente mes condoléances à sa famille, à son père détenu, reprennent le combat dans un cimetière et en dehors du cimetière. Comme cela a été d'ailleurs fait au moment de nombreux enterrements, notamment celui de l'Yahya de mort. C'est-à-dire que cette révolution reste vivante. Et elle a encore ce peuple qui est agissant, qui n'a pas abdiqué. Et nous allons certainement en parler tout à l'heure, parce que ce mot d'abdication est, à mon sens, au centre de ce qui se passe. Très bien. Et dire sur ce sujet du Hirak qui semble, c'est comme s'il y avait un frémissement quelque part, c'est comme s'il y avait une annonce comme ça dans l'air d'un retour du Hirak. Oui, moi je pense que le Hirak va revenir, mais est-ce qu'il va revenir dans ses formes antérieures? Je ne sais pas.
Par contre, Brahim a parlé de révolution. C'est une révolution, il faut du temps à se mettre en place. Parce que les revendications du Hirak ou les exigences du Hirak ne sont plus des exigences, ça devient des revendications. Elles expriment surtout une défiance affirmée, irréversible contre le pouvoir, sa gouvernance, ses pratiques antidémocratiques et antisociales. Antisociales, le peuple algérien va en payer les conséquences malgré l'embellie qui s'annonce à cause de la flambée des prix des hydrocarbures. Mais ce qu'il faut dire aussi, pour compléter Brahim uniquement, c'est de dire que le Hirak, quelle que soit la forme dans laquelle il reviendrait par les marches, il faut qu'on prenne la mesure que le Hirak est devenu une conscience de tous les instants. Et la preuve en est, c'est que sur un lieu de recueillement, sur un lieu dans un cimetière où un papa, je ne sais pas comme vous l'avez dit, assisté à l'enterrement de son fils ou pas, c'est que spontanément, il y a eu des citoyens qui, pas par courage, je pense, c'est par détermination, par un sens élevé de l'engagement, ont crié le principal slogan, parce que je ne suis pas d'accord sur tous les slogans, en disant « Dawla Madaniya Mashi Askariya ». Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Ça laisse de belles espérances, mais nous allons arriver, une fois que nous allons parler justement du chef d'état-major et de son immixtion avérée sur le champ politique, économique et social. Très bien. Alors, notre sujet que je voudrais vous voir aborder, nous ne pourrons pas lui consacrer beaucoup de temps malheureusement, mais il est lui aussi central, il est lui aussi tragique. Tout à l'heure, quelqu'un qui est revenu d'Algérie, avec lequel j'ai pris un café juste avant l'émission, m'a parlé du phénomène de la Harga, de l'ampleur qu'il prend. Il m'a dit que ce ne sont plus seulement les jeunes chômeurs ou les jeunes qui sont dans des conditions difficiles qui ont envie de partir. Quasiment, je ne dirais pas toute la jeunesse, mais une grande partie de la jeunesse, y compris parmi ceux qui sont diplômés, qui ont un travail, y compris ceux qui ont des moyens, qui ont des voitures, des maisons, qui sont mariés, tout le monde veut partir. C'est réellement un phénomène, une tragédie sans nom. C'est une hémorragie au cœur de la nation, la jeunesse de ce pays qui veut partir. C'est plus qu'une hémorragie, c'est un bot people en gestation. Brahim Younsi. Oui, la situation, cette situation devient endémique. C'est une véritable endémie. Et cela reflète, non pas contrairement à ce que pourraient penser certains, une fuite ou la recherche d'un meilleur ailleurs, mais c'est l'expression même de la révolte de la jeunesse algérienne en particulier, parce que cette harga, comme disent les Algériens, ne concerne pas que les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, certes, mais ça concerne y compris des familles et des personnes un peu plus âgées. Et des familles qui ont disons, les moyens de rester dans le pays. Mais la situation qui le ferait de ne pas pouvoir espérer un mieux social pour leurs enfants, préfèrent quitter le pays pour leur donner, ou pensent-ils leur donner un avenir meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, je m'excuse. Brahim Younsi, excusez-moi, oui, il y a eu un petit souci. Alors, sur ce sujet de la Harga, je rappelle que, vous vous rappelez, dans les années 70, 80, il n'y avait pas de visa. Les Algériens étaient encore plus pauvres qu'aujourd'hui, avec plein de difficultés, de misère. Pourtant, les gens ne partaient pas, alors qu'ils pouvaient partir par avion, par bateau, sans avoir à traverser la Méditerranée à bord d'un
fragile beauté, comme on dit aujourd'hui, pourtant ils ne partaient pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a envie de partir, de s'arracher, y compris des femmes, des enfants, des personnes d'un certain âge, des gens qui ont des moyens de rester chez eux? Qu'est-ce qui pousse tous ces Algériens à vouloir s'arracher à leur terre? Je peux pas vous dire, je pense qu'au départ, c'est le désespoir de vivre dans un pays où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas d'espérance, où il n'y a pas de projet de vie pour eux, qu'ils soient cadres, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient... c'est pas qu'ils n'ont pas le désir d'entreprendre, mais on a une administration qui ne favorise pas justement l'effet dynamique de cette jeunesse qui aurait pu apporter beaucoup dans le pays. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ils sont impactés aussi par une politique liberticide depuis une trentaine d'années, depuis un peu avant la décennie noire, juste avant. Et n'oubliez pas que les jeunes nourrissons qui sont nés en 88 ont aujourd'hui 34 ans. Donc, il y a un souci, on ne vous entend pas, Edir. Je disais que voilà, oui. Que leurs parents leur ont transmis l'histoire tragique que tout le peuple algérien a vécue, donc ils sont déjà traumatisés à la base. C'est des enfants qui veulent la liberté, c'est des jeunes gens, des jeunes femmes. Et je vous rejoins, comme vous dites, c'est toutes les couches sociales et ça commence. Il y a même des quadras et même des quinquas diplômés, comme vous dites, et qui pas prennent le risque, mais qui émigrent dans ces conditions-là. Et je crois surtout que c'est l'impact de toutes les politiques économiques, sociales, culturelles. On a vu les effets, et les effets se mesurent aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 5-6, on va dire les 10 dernières années. Et comme il n'y a pas d'espérance, comme ils ne peuvent pas s'épanouir dans leur propre pays, et qu'ils sont complètement marginalisés, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils n'ont qu'une seule issue qui est en face d'eux, c'est d'émigrer. Et voilà. Très bien. Alors, nous allons écouter d'abord M. Chengueriha, et puis nous allons venir à ce sujet qui nous préoccupe, celui de l'Mchamel, comme ils disent eux. Écoutons M. Chengueriha. إن تقوية سوس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد أساسا على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس تجاه الوطن. وفي هذا السياق تحديدا تندرج مبادرات اليد الممدودة التي أعلن عنها مؤخرا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بهدف تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية، لا سيما في هذه الظروف الدولية الراهنة. وإنني ومن منطلق إيماني الراسخ بحيوية هذا المسعى الوطني المحمود أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزة لتغليب المصلحة العليا للوطن، ذلك أن أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا، وبالتالي يعملون ليل نهار وبكل الطرق والوسائل المتاحة على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقة والكراهية بين مكونات الشعب الواحد، وانتهاج أسلوب التضليل ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات من أجل خلق الفوضى
وعدم الاستقرار ببلادنا. إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية وأن أضحت خلفيتها مكشوفة للعيان، فإننا مطالبون جميعا كل من موقعه بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خلال التحلي بأعلى درجات الوعي والحرص في المحصلة على ألا تعاد هيكلة العالم في كل مرة في غيابنا. Brahim Younsi, alors d'abord, quelque chose de curieux. D'un côté, il appelle les Algériens à adhérer à cette initiative, dit-il, du président Tebboune pour renforcer l'unité des rangs. Donc ce qui suppose qu'il n'y a pas d'unité dans le front qu'il appelle lui de l'intérieur. Et de l'autre côté, il dit des partis et d'autres nous attaquent, les ennemis, les complots, pour nous diviser parce qu'ils ont peur de notre unité. On ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ou on est unis, donc on n'a pas besoin d'appel de ce genre, ou on ne l'est pas, et puis qui sont ces ennemis, ce complot, avant d'en arriver à l'initiative en elle-même et avant d'en arriver à cette intrusion, à cette ingérence aussi sonore, aussi tonitruante de l'armée dans une affaire censée être purement politique. Brahim Younsi. Oui, bon, il faut revenir à Clausewitz. Il y a un rapport entre le militaire et le politique, de façon spécifique, la question de la guerre et de la paix. C'est ce que Saïd Chingriha essaye de manier, à savoir que la guerre est à seul, parce que en filigrane il pense à la guerre. La guerre est un moyen, et simplement un moyen, mais pour quelle fin? C'est du Clausewitz cousu, mais pour quelle fin? Est-ce que la fin qu'ils envisagent de façon générale, c'est seulement l'unité nationale? Et l'unité nationale, pourquoi? Parce que nous savons que toutes les sociétés, toutes sans exception, sont traversées par des conflits politiques, des conflits sociaux, des conflits économiques, des conflits culturels. Nous le savons tous, toutes les sociétés sont traversées par des conflits, mais elles construisent des liens. Et généralement des liens économiques et sociaux forts, ou des liens culturels forts, etc. Or, chez nous, les liens qui unissaient les Algériens entre eux se sont distendus, voire ces liens se sont brisés. Mais la révolution du 22 février 2019 a ressoudé et à retisser les liens entre les Algériens, et c'est de cela dont a peur le régime en place. D'ailleurs, le chef d'état-major apporte son soutien à l'initiative de Tebboune, comme si cette initiative était de Tebboune. Et l'appel à soutenir cette initiative est d'abord de l'armée et par l'armée, n'allait pas de soi. Comme s'il fallait affirmer ou réaffirmer le soutien de l'armée à Tebboune. Cela est aussi curieux que d'un côté, il dit qu'il faut cohérer la nation, faire la cohésion de la nation, et de l'autre côté, il dit que l'extérieur ou les pays étrangers, c'est la raison pour laquelle je voulais d'ailleurs vous faire la remarque
que le paramètre externe, le paramètre extérieur est, à mon sens, décisif. Et je reviens à ce que nous avons entendu tout à l'heure, à l'enterrement de ce jeune homme. C'est la civilianisation de l'État. La population veut absolument que l'État algérien soit civilianisé. Il faut que l'État ne soit plus un État militaire. C'est dire que le projet ou l'initiative qui est prise par le pouvoir de façon globale est un projet pernicieux, où il y a un péril extérieur et que l'union nationale n'est pas faite, n'est pas soudée, et il y a un danger intérieur. Je suis persuadé que, en tout cas dans les propos de Chendriha, il pense beaucoup au péril extérieur, au danger extérieur. C'est la raison pour laquelle il faut absolument... Vous pensez qu'il cherche un peu à consolider, comme il dit lui, un front intérieur avant de se lancer dans un quelconque conflit avec les voisins? Ce serait possible, oui, selon vous? Si le front intérieur n'est pas soudé, vous pouvez avoir disons une fissure à l'intérieur du pays qui affaiblirait le front extérieur, ou la lutte à l'extérieur, la guerre à l'extérieur. Il y a, à mon avis, une instabilité que le pouvoir en place craint beaucoup, a peur, et d'autant que l'instabilité intérieure est très mais est-ce que justement il ne serait pas indiqué pour un tel régime, connaissant ses méthodes et ses visions de la gestion du pays et sa subversion habituelle, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour lui, à un moment où il est lâché par ce front intérieur, par l'opinion publique, par les Algériens qui le traitent de pègre, de mafia, askaria militaire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour lui de susciter justement un conflit aux frontières pour, vous savez, il y a ce sentiment grégaire du rassemblement sacré pour la cause sacrée d'un pays face à l'ennemi de l'extérieur. Est-ce qu'il ne serait pas tenté justement d'utiliser ce genre de stratagème pour rallier autour de lui un peu tout le monde et pour désigner les mécontents comme des traîtres potentiels, traîtres à la nation? Vous savez, tout est possible, mais ce n'est pas simplement une impression. Il est clair que le pouvoir en place craint, a peur qu'il ne soit pas suivi. Et s'il fait toutes ces initiatives, c'est qu'il sait parce qu'il n'est pas suivi. Et pourtant, il a les occasions parce qu'il appelle le peuple à soutenir cette initiative. D'abord, effectivement, de quel peuple il parle? Est-ce que le peuple, il parle du peuple du 22 février de 2019, et c'est des millions qui sont sortis. À supposer que le peuple, comme vous le dites, soit disposé et prêt à rejoindre, à faire des concessions. C'est ce pouvoir, et nous l'avons vu toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, n'a répondu à aucune revendication, aucune exigence de la population. Et non seulement il n'a répondu à aucune revendication, à aucune exigence de la population, il a accentué la répression. Il a réprimé, il continue de réprimer la population, de mettre des citoyens algériens en prison. Et ce que fait, vous avez cité la semaine dernière l'appel du 18 juin, permettez-moi de citer encore le général de Gaulle, qui traitait le peuple français de peuple de veau en 1940, au moment où le maréchal Pétain
signer la capitulation. Ce que fait ou a fait Chengriha hier ou avant-hier, c'est qu'il a considéré le peuple algérien comme un peuple de veaux qui pourrait suivre comme ça sans que le pouvoir illégitime ne change véritablement. Et pire que ça, Brahim aussi, nous allons y revenir, sans que le peuple ne sache ce qu'est cette initiative. Puisque nous-mêmes, nous ne le savons pas, et puisque nous allons poser la question dans le prochain tour de micro, il demande aux gens de se rallier à l'initiative, au brouillon de Tebboune, alors que personne ne sait de quoi il s'agit. Nous allons y revenir, si vous permettez. Si vous me permettez juste ça, le peuple aurait pu suivre s'il avait constaté et s'il avait vécu un apaisement et une ouverture du pouvoir, c'est-à-dire que nous allons changer le système par le moyen d'élections transparentes, en libérant tous les détenus politiques. C'est ces gestes-là qui justement, nous allons en parler prochain tour de micro, Brahim Younsi, dire d'abord sur cette sortie de M. Chengriha, qui reste normalement censé être un général, le chef d'état-major, le chef de l'armée, censé se tenir à distance respectueuse du politique et de la politique. Or, il est de plus en plus présent, il est même envahissant, il est quasiment, il monopolise les apparitions publiques à la télévision nationale, dans les radios, dans les journaux proches du régime. Il est omniprésent et là, il s'immisce dans cette histoire dont on ne sait rien, dont nous allons parler. Et pire que cela, en appelant les Algériens à rejoindre cette initiative, ce brouillon d'initiative, en fait, il ne fait que confirmer que M. Tebboune est désespérément seul, puisqu'il faut que M. Chengriha sorte du bois et qu'il appelle les Algériens à le suivre, puisque aussi nous avons vu que M. Tebboune jusqu'à présent n'a reçu que les partis maison, les partis domestiqués, ceux qui sont à la mangeoire. Il n'a reçu que des personnalités domestiquées, celles qui sont à la mangeoire. Alors, Idir? Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse et plusieurs niveaux d'appréciation. Le premier, c'est quand on écoute M. Chengriha, à un moment donné, il parle en son nom personnel. Il valide complètement en son nom personnel donc la proposition de M. Tebboune. Il est bien évident que cette proposition a été discutée entre les deux hommes ou alors entre les proches collaborateurs Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Chengriha s'autoproclame le seul chef de l'armée. C'est la première fois qu'il emploie ce type de conjugaison à la première personne du singulier. Le deuxième élément, je tiens à rassurer M. Chengriha, c'est qu'il y a véritablement une instabilité du front social, une déstabilisation endogène. Mais ce qu'il faut rassurer M. Chengriha, c'est que le peuple du Hirak est stable dans ses revendications et qu'il sait où il va. Donc le front intérieur du Hirak n'est pas du tout instable. Il est conscient de ce qu'il réclame, il est conscient qu'il veut aller vers une transition. Il fera en sorte que cette transition arrive pour justement refonder la nation, l'État, structurer tous les champs politiques, sociaux, les libertés individuelles, collectives, parler même de la sécularisation. À ce moment-là, l'ensemble des Algériens, quand ils verront que leur politique et la vie publique commence à être démocratisée, quand je dis la démocratisation, c'est l'action de démocratiser, il faudra un peu plus de temps. À ce moment-là, tous les citoyens algériens seront les soldats, véritablement les soldats de l'Algérie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, vous avez dit, la proposition de M. Tebboune, c'est un effet d'annonce. On ne connaît pas les contours, c'est encore très flou. La deuxième chose qui plombe justement la main tendue de M. Tebboune, c'est que vous l'avez évoqué, Brahim aussi,
c'est quand la présence quasi quotidienne, invasive, intrusive de M. Shengriha sur les médias, ça a un effet contre-productif inimaginable. Ça disqualifie la parole présidentielle. La parole présidentielle devient lénifiante, on n'écoute pas le président. Vous imaginez, le président s'adresse dans cette espèce de réunion mensuelle avec 2 journalistes maison, c'est les seules fois où il s'exprime. Alors que le chef d'état-major s'exprime au moins 2 fois par semaine, sans compter les relais journal papier, sans compter les émissions, sans compter le GIH. Et là, ça nous renvoie à quelque chose d'important à mes yeux, même si je radote, même si je deviens sénile, mais ça renvoie au fameux article 30, dans son alinéa 4, quand la Constitution du 1er novembre, qu'il faut le rappeler, a ôté finalement le pouvoir constituant au peuple, stipule que l'armée veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays. C'est-à-dire que tout ce qu'on imaginait depuis l'indépendance, la prise de pouvoir par l'état-major, par Houari Boumediene, ça a continué, c'était dans l'imaginaire collectif et pratiquement de fait, de facto. Par contre, avec cet article 30, il devient de jurer, ce qui fait que M. Shengriha, constitutionnellement, a le droit de s'immiscer dans les activités politiques. Et il peut être dans l'action politique. Or, il n'a même pas le statut de ministre délégué à la défense. Donc, il n'occupe pas un poste politique. Moi, il me semble que M. Tebboune, par cette main tendue qui, pour le moment, n'offre aucune garantie, on est dans le flou le plus total, je ne pense pas que l'opposition, j'ose espérer que l'opposition, c'est à la limite un appel que je lance, ne doit pas aller en ordre dispersé. Parce que l'enjeu est énorme. L'enjeu est véritablement énorme. Maintenant, s'il y a quelques personnalités qui rejoignent, qu'elles soient établies à l'étranger ou qu'elles vivent sur le sol national, pour moi, c'est simplement une campagne de recrutement organique. Tout simplement. Parce qu'ils ont compris que sans adhésion populaire, ils sont en manque criant de légitimité. Et cette légitimité, ils vont essayer de venir la rechercher à travers une espèce de conférence qui va arriver ou une espèce de rencontre qui va arriver sur des dossiers qu'eux-mêmes auront décidé, c'est-à-dire que même le périmètre de la négociation sera bien limité et délimité. C'est à ce moment-là qu'ils veulent peut-être avoir une légitimité finalement d'une partie de l'opposition ou de leurs affidés, au détriment de la légitimité populaire que seules des élections libres, démocratiques, sincères peut donner à un pouvoir. Alors, dernier tour de micro. Brahim Younsi, en principe, quand on lance une initiative politique avec autant de fracas, autant de roulements de tambour, autant d'émissions, autant d'encre dans les journaux, généralement, on commence par expliquer ce que c'est, de quoi elle est constituée, cette initiative, ce qu'elle vise. Or, en l'occurrence, il n'y a rien. On nous parle de l'Emshamel, le rassemblement ou la cohésion, mais sans plus. On sait que ça va se passer le 5 juillet, fête de l'indépendance, mais on n'en sait pas plus. Certains parlent de cette vente concomitante qui va leur permettre de libérer leur gang, comme ils disent eux-mêmes, la Issaba, dans le lot des prisonniers politiques et détenus d'opinion qu'ils gardent au frais. D'autres disent que oui, mais qu'il y aurait aussi le lancement d'un deuxième mandat pour M. Tebboune, qui est aujourd'hui à la moitié de son premier mandat. Mais ils ne nous disent rien. À part spéculer, on ne sait rien. Même les observateurs les plus avertis, les plus initiés du sérail, n'osent pas émettre de quelconque suggestion. Brahim Younsi, alors selon vous, c'est quoi cette initiative, cette main tendue à qui?
pour le moment, comme vous dites, nous n'en savons strictement rien. Rien ne transpire de cette initiative. Bien sûr que tout le monde pense au 5 juillet, quelque chose se passerait le 5 juillet, qui est l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance. Nous savons que pendant ces fêtes, il y a des libérations, mais qui je pense que cela, je le pense vraiment, étant donné ce qui se produit dans notre environnement immédiat. Et nous l'avons vu aujourd'hui. Je crois que notre pays est d'ores et déjà, et il est depuis un moment, mais il est d'ores et déjà dans un état d'urgence ou un état d'exception. Tout à l'heure au cimetière, cela devient une référence. Nous avons vu la couleur kaki. En général, dans ce type de rassemblement, c'est la police qui intervient. Là, nous avons vu des militaires qui n'étaient pas armés, certes, mais c'est la couleur kaki. Et les interventions et les apparitions du chef d'état-major et des officiers supérieurs dans toutes les régions militaires et en dehors des régions militaires donnent, en tout cas, à mon avis, l'impression que l'état d'urgence est là sans être réclamé. C'est qu'aux frontières, il faut le dire, ça va mal. Ça va très mal. Le front, ce qu'ils appellent le front intérieur, ils sont en train, encore aujourd'hui, de le réprimer. Le front intérieur, c'est... Mais peut-être parle-t-il, peut-être Brahim aussi parle-t-il de front intérieur contre le Hirak. Mais cela est, de mon point de vue, impossible. Impossible parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a et il y aura une résurgence encore plus forte de cette révolution parce que tout va mal. Mais justement, c'est en prévision de ce raz-de-marée très prévisible d'un retour massif du Hirak qu'ils veulent créer un front intérieur contre le Hirak. Un front intérieur constitué d'alliés naturels, de gens qu'on a trompés, à qui on fait croire que l'Algérie est menacée, que le Hirak menace, parce que quand il parle des mercenaires et des traîtres de l'intérieur, il parle du Hirak, à l'évidence. Sinon, de qui parlerait-il? De quoi parlerait-il? Donc ce pouvoir est en train de fabriquer la guerre civile. Si vraiment il est en train d'utiliser un front intérieur contre la population qui veut changer le système et le régime, ce serait une guerre civile qu'il est en train de nous préparer. Vous savez... brièvement, Brahim Younsi, oui. On moins retrouve les quêtes qui ont toujours été celles, il faut le dire, du peuple algérien de façon globale, même s'il avait montré à un moment ou à un autre une sorte de soutien au pouvoir successif en Algérie pour telle ou telle raison. Nous avons vu que le peuple algérien a eu cette quête démocratique. Je vais la situer, pardonnez-moi pour ne pas être polémique. En 1976, il y a eu la quête démocratique qui a été lancée par 4 personnalités algériennes et cette quête, son expression est toujours présente. Et il y a eu une quête culturelle qui se manifeste de façon populaire.
en 1980. Et je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi. Pardonnez-moi. C'est dommage. Finissez votre phrase. Oui. Et puis la quête sociale qui est aussi c'est quasiment transformée en révolte sociale en 1982 et dans la réplique à forte intensité sismique se produit en 1988. Et je me permets de vous interrompre. Idir doit s'exprimer. Il ne reste plus de temps. Nous avons débordé. Nous avons débordé du temps de l'émission. Alors voilà, votre ami va continuer pour vous. Idir Nouren, alors où est-ce qu'il veut nous mener ce régime? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Et pourquoi tout simplement n'avoue-t-il pas ce qu'il cherche, ou plutôt ne déclare-t-il pas clairement ce que sont ses objectifs, ce que c'est que ce Lem Shemel à qui il s'adresse, pour aller où, comment, et dire? Moi, je présume, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'à défaut d'avoir une légitimité populaire, nous savons tous qu'il est arrivé à la présidence de la République sur les blindés du monsieur Gaïd Salah. Il cherche à travers cette opération de plus de communication, en fait, à la recherche d'une légitimité politique, à défaut d'avoir eu la légitimité populaire due à l'exercice classique, normal d'un suffrage à l'élection présidentielle dans n'importe quel pays du monde. Nous ne connaissons pas les contours. Vous savez, pour bien comprendre un problème, il faut l'étudier. Il faut l'étudier, et une fois qu'on l'a étudié, qu'on a les grilles de compréhension, à ce moment-là, les solutions peuvent apparaître, et en plus, il ne s'agira que d'une méthode. Or, nous ne savons pas quels sont les objectifs lourds, quels sont les objectifs stratégiques, à quel niveau se situe cette idée de renforcer le front interne. Ils ont pris acte, pour moi ça acte une certaine fébrilité du pouvoir en place, parce qu'il ne faut pas oublier, on est en train d'analyser globalement les discours des uns et des autres, mais il faut voir l'état du pays. C'est un pays qui est bloqué, c'est un pays qui est à l'arrêt, une économie en panne, une crise morale, une crise des institutions à travers la présidence de la République, l'Assemblée ou toutes les institutions qui ont été élues. Nous avons une crise morale. La lutte contre la corruption ne s'est pas faite parce qu'on n'a pas éliminé en amont les conditions qui permettent l'émergence justement de cette corruption. En plus, nous avons un très très gros problème en Algérie, c'est que les administrations ont grignoté depuis très très longtemps, depuis une vingtaine d'années, depuis la vacance du pouvoir de Bouteflika, et même avant, ont grignoté les prérogatives de l'État. Nous avons une administration étativante qui ne répond plus. Moi, la question que j'aimerais poser, et ça peut-être interpellera certains de ceux et celles qui nous regardent, c'est que l'état profond, on ne le voit pas là maintenant, l'état profond dans son sens moderne du terme. Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel état profond qui est en train de se créer, plutôt dans l'administration, parce que l'état profond, à l'époque du régime militaire, nous savions tous que c'était le FLN, c'était toutes les organisations de masse, une partie de la presse, quelques plumes, mais tandis que dans les pays développés démocratiques, c'est surtout les lobbies corporatistes, les lobbies du patronat, les lobbies cultuels, c'est ça qui forme l'état profond. Tandis que chez nous, l'état profond sert uniquement à museler la société et à faire un blocage. Moi, je pense qu'il y a un nouvel état profond qui est en train de se créer. Quelles vont être ses limites? Comment va-t-il réagir? Et je crois que c'est ça qui les fait bouger quelque part en plus. Et voilà, j'aurais terminé. Je crois que vous serez dans les temps, M. Betchir. Merci beaucoup, Idir. J'aurais voulu vous relancer sur cette phrase que vous venez de dire. Toutes les institutions qui ont été élues, moi je n'en vois pas du tout, je n'en vois pas une seule. Brahim aussi, en un mot, vraiment. Idir. Élues dans des conditions particulières, ça veut dire qu'elles n'ont pas de légitimité. C'est-à-dire que qui n'ont pas été élus, qui ont été désignés, qui ont été imposés. Pardon? Brahim Younsi, vraiment 15 secondes. Il ne faut pas oublier que la secousse sismique de 88, et c'était du gros œuvre, a produit l'article 40 de la Constitution de 1989.
je crois que le pouvoir, vous nous menez vers ce type de choses. Très bien. Alors, avant de vous quitter, mes chers amis, merci Dirou Nourn, merci Ibrahim Younsi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aimerais vous montrer quelques images, puisqu'on essaye de nous faire rentrer dans la tête que la harga, en fait, c'est des jeunes, des œuvrés qui n'ont rien à faire, qui s'ennuient, qui veulent changer un peu de... dans ces images, vous allez voir que la harga, ce n'est pas seulement ce type de prétexte, puisque vous allez voir des milliers et même des dizaines de milliers d'étudiants se presser autour de l'immeuble que le consulat français avait choisi parce qu'il y avait trop de monde, qui ne pouvait pas donc ouvrir la porte de ce consulat, pour un test pour voir qui peut être admis à émigrer pour finir ses études en France. Regardez ces images. Qawala khair, bislama.